Alors, je pose une question très simple. Muriel, le 16 octobre, où est-elle? La journée de Bernard Laroche ne s'arrête pas avec l'enlèvement de Grégory. Il doit aller chercher du vin à Bruyères, puis chercher son ticket gagnant du tiercé, le PMU, la Renaissance. Dans les deux cas, il y a des témoins qui ont reconnu Bernard avec son fils. Mais ces témoins ne parlent pas de Muriel. Muriel est absente. Puisqu'il y a un croisement à l'Aveline avec Albert, Monique et Lionel. Jean-Marie Villemain, qui part lui-même en direction de Granges pour retrouver Roger Jacquel. Résumons donc. Les deux caissières se souviennent de Bernard avec ses deux caddies et son fils Sébastien. La patronne du PMU Renaissance se souvient de Bernard Laroche et de son fils jouant avec une voiture. Par terre, sur le carrelage, pour le croisement de l'Aveline, aux alentours de 18h25, Monique et Albert ont bien croisé Bernard. Ils ne parleront pas de Muriel. Donc, tous ces témoins ont vu Bernard sans Muriel, juste après l'enlèvement. C'est ma toute première réflexion qui va me faire découvrir l'autre face de l'affaire. Quelque chose d'illogique dans le scénario officiel. Le plus gros dans cette affaire, c'est que l'accusation de Bernard Laroche passe par Muriel Boll. Seulement, personne ne voit Muriel à l'éponge et personne ne voit Muriel après l'enlèvement de Grégory. Sur des témoins qui n'ont rien à cacher et qui sont neutres dans l'affaire. Je parle des caissières d'Intermarché ou la patronne du PMU, la Renaissance. Albert et Monique non plus. Où est Muriel? Vous comprenez l'importance? L'accusation passe par Muriel. Personne n'est capable de me dire où est Muriel. Une personne aurait pu répondre. Louisette. Où vais-je poser le début du décompte? Cela paraît si complexe. Je suis perdu pour ce 16 octobre. Cet enfant Grégory qui se volatilise après 17 heures. Comment vais-je m'y prendre? Comment expliquer cette journée? Par quoi commencer? Je devrais reprendre quelques lectures, retourner dans l'affaire et recommencer à zéro. Table rase, je retourne dans la lecture. Livre le 16 octobre, un livre écrit à quatre mains. Christine et Jean-Marie se répondent. Jean-Marie. Entre nous, on n'arrive pas à dire autrement que le 16 octobre. Pourtant, c'est une journée ordinaire, il faisait beau. Avant, je croyais qu'on avait un pressentiment. Quand un malheur vous tombe dessus, une alerte, un instinct, quelque chose qui vous dit « attention ». Mais là, rien. Christine. Je travaillais le matin, et toi de l'après-midi. C'est toi qui as préparé Grégory et qui l'as amené à l'école. Jean-Marie. Il est parti dans la cour avec 2 ou 3 copains. Il avait son blouson bleu, les mains dans le dos. Dans la matinée, je suis allé à Bruyères faire de la musculation. Christine. À 11h30, je suis allé le chercher pendant que tu préparais le déjeuner. On a mangé ensemble comme d'habitude, avec le thé et la sucette. Il était très fier de son pantalon de velours vert, tout neuf, parce qu'il y avait un anneau où on pouvait accrocher des clés.
Tu as fermé les volets parce que la maison était de plein pied et que l'on craignait des vols. Christine, après ton départ, je l'ai préparé. Je l'ai emmené chez la nourrice qui devait le conduire à l'école et le chercher à 16h30. J'ai travaillé, j'ai noté sur mon carnet le travail à faire le lendemain. Je suis passé le récupérer chez la gardienne. On a discuté un peu. On est remontés tous les deux à la maison. Grégory était derrière, debout, entre les deux sièges. Il voulait aller voir monsieur Méline, le propriétaire du Petit Vau. Je lui ai dit non. Tu joues là, tu restes devant la maison, tu vas bientôt rentrer. Comme il avait été malade la semaine d'avant et qu'il y avait du vent, je lui ai mis son bonnet. Il a joué devant. Je suis rentré et j'ai fait un peu de repassage en écoutant la radio. Jean-Marie a donc commencé sa semaine de l'après-midi. Quant à Christine, elle est à l'Épange à la MCV et elle finit son service aux alentours de 16h45 pour aller récupérer Grégory au HLM chez Madame Jacot. Pourrait-on imaginer que ce ravisseur assassin est déjà sur place depuis quelque temps? A-t-il déjà observé tous ces va-et-vient, la routine de l'Épange? Est-il en observation, en attente? La question est intéressante puisque le 16 octobre, rue Bellevue et rue des Champs, l'Orée du Bois, il y en a du monde. Prenons 13h30 et la reprise de toutes les activités. Jean-Marie vient de déposer Grégory à l'école au centre de l'Épange. C'est la dernière fois qu'il le voit. Christine a repris le travail à la MCV. Elle n'en sortira pas avant 16h45, 16h50. Là-haut, rue des Champs, tout devient calme et vide. Il fait beau. Seule trace humaine, le couple Méline, occupé à leurs tâches. Le verger, le champ à labourer, et plus tard pour Madame Méline, de la couture. Une journée bien remplie. Il semble qu'il n'y ait que ces deux personnes. Mais peut-être que cela n'est pas si clair. Premier mouvement extérieur visible vient du témoignage de Madame Méline. Cet après-midi-là, jusqu'à 16h, j'étais au jardin, puis j'ai rangé des légumes à la cave. Par contre, quand j'étais au jardin, j'ai vu une voiture verte. C'était un garde de l'ONF. Audition de Colette Méline, décembre 1990. Une voiture verte. Cela rappelle un peu les Grémillets, qui eux aussi ont vu une voiture verte de l'ONF. D'ailleurs, ils avaient un rendez-vous avec un agent aux alentours de 18h. Mais revenons donc entre 15h et 16h, ONF, 4L verte. Mais cela n'a pas toujours été le cas de cette voiture verte 4L. Je plonge et replonge dans les lectures. Et je tombe sur un article. Une surprise. Article du 20 octobre 1984, l'Est républicain. On parle de traces importantes laissées par le corbeau et peut-être une femme. En outre, la 4L verte incriminée au départ de l'affaire paraît actuellement hors de cause. Les analyses effectuées sur le véhicule n'ont pas permis en effet de révéler des traces de terre provenant de l'endroit du crime. On sait en outre que son propriétaire a pu fournir des éléments sur son emploi du temps de mardi. Mais surtout divers témoignages de la population de l'Épange font état d'une Renault 18 cette fois, mais toujours de couleur verte, ayant stationné à proximité de la poste du village, peu de temps avant l'enlèvement. Cette voiture, qui est actuellement activement recherchée par les gendarmes, nous a été signalée par M. Roger Jacquel, de Granges, un parent des Villemains, qui nous a déclaré avoir remarqué avec inquiétude ce véhicule, le suivant, lors de toutes ses sorties.
Tantôt, il me croise, ou il me suit, mais à chaque fois, l'homme me regarde dans les yeux, explique-t-il. Monsieur Jacquel, ainsi que son épouse, ont été l'objet durant de longs mois des appels du corbeau. Parfois, ça durait une semaine, 3 ou 4 fois dans la nuit, raconte Madame Jacquel. Est-ce une simple coïncidence? Toujours est-il qu'il est parfaitement certain de la couleur de la voiture et de l'air menaçant de son mystérieux chauffeur. J'ai la trouille de me faire buter, explique-t-il en précisant qu'il évite à présent de sortir de son domicile. Quel étrange article qui nous parle d'une voiture verte Renault 18, mais qui a commencé avec la 4L de Roger Jacquel. Une info qui rejoint donc la famille Jacquel et un article du journal où sa fille y travaille. Une nouvelle voiture qui éloigne donc la piste de Roger Jacquel et même pousser l'information jusqu'à ce que le corbeau le regarde droit dans les yeux. L'a-t-il reconnu? A-t-il fait un portrait robot? Quand on connaît l'affaire du corbotage entre Jean-Marie et Roger, et que cet article sort le 20 octobre 1984, seulement 4 jours après l'assassinat de Grégory, on peut émettre aujourd'hui un certain doute. Cet article est une bombe, et qui nous fait bien comprendre qu'à l'époque de l'assassinat de Grégory, il y avait déjà de la manipulation dans la vallée pour des gens qui étaient très concernés. Mais tout ça, c'est pas vraiment le problème. Partons donc de l'idée que Bernard Laroche récupère Muriel, et que d'après les PV de Muriel, ils vont emprunter la direction Champ-le-Duc et se retrouver en quelques instants à l'Épange, rue des Champs. D'après toujours Muriel, Bernard Laroche arrête son véhicule au milieu de la rue des Champs et part en direction du pavillon pour récupérer Grégory. 17h03, 17h05, voilà Grégory dans la voiture de Bernard. Seulement on explique peut-être cette partie un peu trop facilement, et surtout trop rapidement. Avant d'arriver à la rue des Champs, il doit emprunter la rue Bellevue. Cette rue, Bellevue, où des personnes vont se croiser à partir de 16h45 jusqu'à 17h. Madame Grandidier, Yvan Nourdin, Bernard Collin, et même Madame Gustin, qui était passée quelques instants avant, récupérer des fleurs chez Madame Grandidier. Tout ça dans un mouchoir de poche rue Bellevue. La personne qui monte rue des Champs, je dis bien monter rue des Champs, passe obligatoirement par la rue Bellevue, surtout s'il vient en direction de Bruyères. Et voilà le problème. Christine confirme qu'elle a vu Madame Grandidier et Bernard Collin, et sans le citer, ou une erreur, on cite le gendarme Godel, alors qu'en fait, il semblerait bien que ce gendarme a été confondu avec Yvan Nourdin, l'ex-militaire propriétaire de la sapinière au-dessus du pavillon. D'ailleurs, futur propriétaire de la maison qui fut construite juste en face du pavillon Villemain.
Nous voilà donc avec un sacré souci. Des personnes qui sont rue Bellevue. Madame Grandidier, après le passage de Christine, rentre dans sa cuisine pour manger une pomme. Elle ressortira plus tard pour étendre son linge dans le jardin. Yvan Nourdin, qui a emprunté la rue des Champs avant la venue de Christine, est en train de se déchausser. Il va rentrer son vélo. Et ce vélo qui a une certaine importance avec Monsieur Méline. Reste Bernard Collin, qui commence sa balade avec son chien Jimmy, un dalmatien. Il sort de la rue Bellevue pour emprunter la rue des Champs. Nous sommes aux alentours de 17h, 17h01. C'est le début de la balade de Bernard Collin. Entre son départ de la maison de Madame Grandidier, rue Bellevue, pas de doigt, montée rue des Champs, jusqu'au pavillon, on peut compter entre 2, 4, voire 5 minutes. C'est justement dans ce laps de temps que l'enlèvement aurait eu lieu, puisque d'après la SRPJ qui s'appuie sur Jean-Marie Villemain, l'enlèvement aurait eu lieu à 17h03, avec donc, dans leur version officielle, Bernard Laroche s'arrêtant rue des Champs. Que devient Bernard Collin? Ça n'est pas une question de défendre une paroisse, c'est une question de logique. Où se trouve Bernard Collin dans la version de l'enquête? Rue des Champs. D'après la version de Muriel, Bernard s'arrête rue des Champs. Il devrait passer devant? Ou Bernard arriverait tout juste derrière lui? C'est un gros caillou dans la chaussure. Rien ne fonctionne avec la rue Bellevue, la rue des Champs et Bernard Collin. Et ce n'est que le début. Dans cette tranche horaire très précise, rien ne fonctionne si on veut faire venir Bernard Laroche à 17h03, rue des Champs, en passant par la rue Bellevue. Ce problème avec cet horaire et Bernard Collin, rue des Champs, 17h, m'a obligé à chercher un échappatoire. Et c'est de là que des scénarios avaient surgi à l'époque. À travers champs, le ravisseur aurait laissé sa voiture au bois de la décharge et aurait traversé le champ à peine 150 mètres pour récupérer Grégory à travers champs. Ou bien arrivant à pied par le chemin 28 ou le chemin vicinal qui traverse les champs Clodon, rue de l'Orée-du-Bois, rue Bosquet. On tourne à droite, direction les Bois, qui nous amène à la sortie de l'Épanche, au pont de Près, obligé de chercher un échappatoire, puisque Bernard Collin n'aurait rien vu, rien entendu. Alors la question se pose, où était donc le véhicule du ravisseur à 17h03? Et oui, la question principale du 16 octobre, enfin l'une des questions, où a été garé le véhicule du ravisseur assassin de Grégory? Rue des Champs? Pour moi, ça m'étonnerait. Retournons en arrière sur un épisode qui date du 13 décembre 1982. Vers 18h, Christine reçoit un appel de l'homme à la voix rauque qui la menace de casser ses volets à la hache. Prise de peur, elle appelle le couple Albert Villemain qui prend immédiatement la route pour la rejoindre. Michel avertit l'appel. Pendant qu'ils font le trajet, Christine entend le bruit d'un pneu percé pendant qu'elle converse avec Michel. À son arrivée, Albert fait un tour avec la carabine de Jean-Marie, ne voit personne malgré le pneu crevé. Tout le monde connaît cet épisode. Arrivé à l'Épange, Albert emprunte la rue des Champs. Il ne croisera aucune voiture. Pourtant, le pneu crevé signale que l'opportuniste n'est pas loin. Pourtant, Albert ne voit pas le véhicule de ce corbeau. Alors, le 13 décembre 82, après 18 heures,
jusqu'à 20h et l'arrivée d'Albert, où se trouve le véhicule. Bien plus tard, le corbeau revendiquera cette séquence. Sur l'appel d'Autocoussin, j'ai vu ton père. Il a fait le tour du pavillon avec une carabine. J'étais derrière le lampadaire. J'ai juste eu le temps de longer les parcs pour récupérer mon véhicule. Sûrement pas rue des Champs, ce jour-là. C'est par ce détail que je me suis intéressé à l'orée du bois pour le 16 octobre. Surtout, et comme je le soupçonne, que le corbeau avait sûrement déjà tenté quelque chose à l'épange bien avant le 16 octobre. J'ai tout juste eu le temps de longer les parcs pour récupérer mon véhicule. À l'orée du bois, au chemin 28, un 13 décembre, à 20h. On n'y verra pas grand-chose à l'orée du bois. Il n'y a pas de lampadaire. Si j'étais à sa place pour le 16 octobre, j'aurais utilisé l'orée du bois. Alors, est-ce qu'il l'a déjà utilisé plusieurs fois? Ce chemin de l'orée du bois est le chemin parfait. Mais je reviens quelques instants et pour terminer sur Bernard Collin. Mise en condition. Voilà la balade de Bernard Collin qui démarre ici à la sortie de la rue des Pins. Le chemin est long pour arriver jusqu'à la rue des Champs. Quelques centaines de mètres. Direction chez Madame Grandidier. La voilà la mise en condition parfaite. Rue Bellevue. Une rue si étroite. Mais accélérons le pas de Bernard Collin. Route paisible et silencieuse. Disons qu'il est 16h45. Le 16 octobre, Bernard Collin se rapproche de chez Madame Grandidier. D'ailleurs, on commence à l'apercevoir au bout de la rue. Petite maison en toit de tuiles. C'est ici que la conversation entre les trois adultes va commencer. Madame Grandidier, Bernard Collin et Yvan Nourdin, qui arrive avec son vélo de la rue des Champs. Il est donc 16h50. Et un peu plus haut, la maison de la femme d'Yvan Nourdin. Il pose son vélo et se déchausse. C'est alors que Christine va passer en voiture. Elle reconnaît Madame Grandidier, Bernard Collin et Yvan Nourdin, confondus dans les journaux par le gendarme Godel. Le verger de la famille Méluria, les pommes de Jean-Paul Moulin, qui apparaît beaucoup plus tard dans l'affaire. Mais voici quand même une bonne mise en condition, une mise en situation de la balade de Bernard Collin. Impossible d'y échapper. Rue des Champs, entre 17h01 et 17h05. Cela semble absurde, à charge, ou même de mauvaise foi. Il faut choisir. Bernard Laroche ou Bernard Collin. Je pourrais en profiter d'ailleurs pour parler de Monsieur Grémillet, qui lui entend une voiture monter à la reprise de l'émission des grosses têtes. 17h03. Mais cette voiture ne redescend pas. Pour moi, aujourd'hui, c'est la voiture de Christine qu'il entend monter et ne pas redescendre. Néanmoins, le 17h03 est l'un des meilleurs horaires pour le début de l'enlèvement. C'est la reprise des grosses têtes. Christine passe la patte d'oie aux alentours de 16h59. Le temps qu'elle monte et qu'elle descende de sa voiture, qu'elle s'occupe de Grégory, elle se retrouve devant la table à repasser à 17h03. Porte fermée. C'est le début de l'enlèvement.
qui pourrait se retrouver donc sur cette route et obligatoirement passer par la rue Bellevue? Le bon sens me fait dire que quelque chose ne fonctionne pas. Alors, décortiquons un peu la cartographie du 16 octobre à partir de 16h, 16h30. D'après Anagrim, sur l'écran en haut à droite, Madame Prévost voit passer une voiture aux alentours de 16h, rue de la Bure. Claude Collin, entre 16h et 16h30, arrive du haut, rue de l'Orée-du-Bois. Au carrefour de la rue Parmont, il croise une voiture qui monte en direction de l'Orée-du-Bois. Il est obligé de faire une marche arrière jusqu'à la ferme Capelle. Plus tard, il en parlera à Christian Clodon qui l'attendait sur la route. Arrivé à la ferme Clodon, il parle de ce croisement. 16h30. À 700 mètres, en face, la rue Bellevue et la rue des Champs. Madame Grandidier, Bernard Collin et Yvan Nourdin qui descendaient à bicyclette de la rue des Champs, venant de sa sapinière. Il y croise Monsieur Méline qui finit de labourer son champ. Et c'est pour ça que Monsieur Méline balaie le carrefour de l'Épange pour balayer et écarter les graviers qui viennent des travaux de la maison Rollo. C'est pour éviter les crevaisons des pneus des vélos, dira-t-il. Gilbert et Colette Méline n'ont pas bougé de la ferme de toute la journée. Madame Grandidier, Bernard Collin et Yvan Nourdin, rue Bellevue, 17h. Nous pourrions aussi ajouter, en bas de la carte, Gilbert Collin, le frère de Bernard, ébéniste, dans son atelier. Lui-même voit une voiture, une fois montée, une fois descendre. À l'intérieur de la voiture, une femme et un pull jacquard. Rien de tout ça n'est vraiment sûr. Cela arrive beaucoup plus tard. Cela serait incomplet si je ne parlais pas de Jean-Paul Moulin, personnage central du 16 octobre qui se signalera à partir des recherches ADN 2015. Il explique qu'il a été là toute la journée, mais qu'il est parti avant 17h, toute la journée, rue des Champs et au verger de pommes de sa belle famille, la famille Maluria. C'est Jean-Paul Moulin qui trouvera le corps de Grégory et qui avertira le père après 21h à l'Épange. Il ne s'est jamais signalé avant, même pour la reconstitution du juge Simon en 87. Il a sûrement ses raisons, qui ne sont sûrement pas criminelles, mais il est là. Une chose m'intrigue, il est parti avant 17h pour récupérer son fils chez un voisin au centre de l'Épange. D'ailleurs, à l'époque, il habite rue de la Ferronnerie, en face du cimetière de l'Épange.
Dans le secret, à cette époque, il fut contacté par le journaliste Pézina. L'idée était de prendre des photos le jour de l'enterrement de chez lui. Mais qu'importe. Son départ avant 17h est intriguant puisqu'il devrait passer par la rue Bellevue, devant Madame Grandidier, Bernard Collin qui n'a pas encore commencé sa balade, et voir Yvan Dourdin qui rentre de sa sapinière. Aucune personne présente rue Bellevue à 17h parle du passage de Jean-Paul Moulin avec sa Ford. Certes, cela ne veut rien dire, mais c'est plutôt intriguant. Ils n'ont pas fait peut-être attention, et pourtant, d'après le décompte, ils devraient tous être sur la rue Bellevue. 17h. C'est l'heure où Christine monte rue des Champs. En arrivant au pavillon, au loin, elle voit Gilbert Méline en train de nettoyer son tracteur. Monsieur Méline est la première personne qui verra Christine en train de chercher Grégory. Il est aux alentours de 17h13, 17h15, au carrefour devant le pavillon Villemain. Il balaie les graviers. Il n'a rien vu. J'imagine qu'elle dira donc à Grégory de ne pas aller embêter Gilbert Méline pour le veau, puisqu'il est déjà occupé à nettoyer son tracteur. Alors, de cette présentation rapide de la cartographie des lieux du 16 octobre, personnellement, je retiens une chose. Claude Collin. Enfin, ce qu'il a vu aux alentours de 16h30 en descendant de l'Orée-du-Bois, au croisement de la rue Parmont. Une voiture monte. C'est bizarre quand même que pour Claude Collin, un ancien gendarme, il ne retient ni la marque, ni la couleur, ni l'immatriculation. D'ailleurs, on en reparlera d'un second croisement. En attendant, ce croisement de 16h30, rue Parmont, arrive avant l'enlèvement de Grégory. Et Claude Collin en parle à la ferme Clodon. C'est même Christian, le fils Clodon, qui en parlera le mieux. Le croisement de 16h30 de Claude Collin. Et ce croisement dans la procédure devient presque aujourd'hui inexistant. Entre Madame Prévost à 16h rue de la Bure et Claude Collin à 16h30 rue de l'Orée-du-Bois. Qui parle aujourd'hui de cette voiture, qui est donc montée pour Claude Collin, mais qui n'est jamais redescendue. Nous sommes en face et à 700 mètres de la rue des Champs. Il est 16h30 et une idée de la méthode commence à apparaître. Alors, je reviens sur Claude Collin, le croisement. Au procès de 93 à Dijon, il est le premier à se présenter à la barre des témoins. Il dit quoi? Une chose très simple. Le 16 octobre 84, il fait un détour à l'Épanche pour une question de constat d'accident qu'il y a eu le week-end précédent dans la cour de la ferme Clodon. Il est environ 16h30 et Christian Clodon l'attend impatiemment car il doit prendre son service. Claude Collin réplique qu'il a été retardé par un véhicule et qu'il a dû rentrer dans la ferme Capelle pour le laisser passer, direction l'Orée-du-Bois. 16h30. Une voiture verte. Croisons une information avec le livre Les deux affaires Grégory d'Étienne Sesma. Toutes ces informations, directes et indirectes, sont confirmées par le gendarme Lachaussée dès le mois de janvier 1985. Celui-ci avait en effet appris que du côté des Clodons, on avait vu quelque chose d'important le jour du crime. Alors, de quel croisement parle-t-il dans le livre
d'Étienne Sesma, il faut lire un peu plus haut pour comprendre qu'il parle du croisement supposé de 17h15 à l'orée du bois avec peut-être une personne qui aurait pu ressembler à Bernard Laroche. Seulement, il me semble bien que Claude Collin parle dans un premier temps du croisement de 16h30 entre la rue Parmont et la ferme Capelle, et non pas de l'orée du bois à 17h15. De quel croisement parle-t-il? Obsolète, le croisement de 16h30. Car à l'époque, cela annulerait complètement la venue de Bernard Laroche avec Muriel Boll. Où se trouve Muriel à 16h30? Au collège de Bruyères. Le croisement de Claude Collin avec un véhicule à 16h30 annule Muriel avec Bernard Laroche. 16h30. Donc, dès le mois de janvier 1985, le gendarme Lachaussée, la ferme Clodon et Claude Collin se mettent d'accord pour ne pas parler d'un croisement. Et il faudra attendre 1990 avec Madame Coron pour reparler d'un croisement. En attendant, pendant 6 ans, personne ne parle du premier croisement de Monsieur Claude Collin à 16h30 entre la rue Parmont et la rue de l'Orée du Bois, avec un parfum de manipulation entre la gendarmerie et la ferme Clodon et Claude Collin. Une affaire de corps, un état d'esprit. Quel est donc ce véhicule fantôme à 16h30 qui monte à l'Orée du Bois et qui est tu?
Quand j'ai créé la chaîne Louisette, c'était avec une formule. La troisième voix. Ni Bernard, ni Christine. Une personne. Appelons-le Monsieur X. Et pour faire simple, si on prend un présumé coupable, comme Bernard Laroche par exemple, on va devoir enquêter sur la journée du 16, sur sa journée, compter le temps. Mais si c'est Monsieur X qu'on ne connaît pas, comment compter son temps? Avec Bernard, c'est simple, il est interrogé et on comprend son emploi du temps. Mais Monsieur X pourrait arriver à 16h30 au croisement de l'Orée-du-Bois et de la rue Parmont. Il n'aurait plus qu'à se diriger sur l'Orée-du-Bois, en avance. Mais réfléchissons à ces problèmes. Monter à l'allée sur l'Orée-du-Bois, dissimuler son véhicule, ne pas être vu par Christine, éviter Madame Clodon et les vaches. 4 problèmes. Ajoutons la partie du destin. Dans ce scénario, avec un véhicule qui arrive par l'Orée-du-Bois et non pas par la rue des Champs. L'Orée-du-Bois, avant 17h. Son problème principal en traversant l'Orée-du-Bois, c'est vraiment de dissimuler son véhicule. Il y a un chemin. Ce chemin 28, qu'on connaît bien maintenant, qui mène à un chemin napoléonien dans la forêt. Le chemin 28, c'est une longue histoire. D'abord, on y retrouve les tables du veau que Grégory aimait aller voir. Mais la famille Méline faisait déjà des veaux à l'époque, bien avant la naissance de Grégory. Cette étable qui bougeait entre l'ancien champ Clodon et le terrain des Mélines. Au milieu de tout ça, le chemin 28. Intéressant ce chemin. Il n'y a pas de prise de vue à l'époque de ce chemin 28. Un chemin central pour Méline et son veau. Un chemin aussi qu'on peut emprunter en marche arrière et se garer. Attendre la venue de Christine et se cacher au moins de Gilbert Méline. Le risque, c'est que Madame Clodon arrive pour les vaches. D'habitude, elle arrive après 17h. Elle doit laisser passer Christine, qui rentrera, elle, aux alentours de 17h. Les deux femmes s'étaient mises d'accord. Le facteur risque et le facteur chance. Ou je passe par la rue Bellevue, ou j'arrive de la rue des Bosquiers et j'emprunte l'Orée-du-Bois. Je me gare au chemin 28. À l'époque, la maison d'Yvan Nordin n'existe pas. C'est le champ pour le veau avant de rejoindre son étable au chemin 28. Le chemin 28, en marche arrière. Ce chemin est cohérent avec ce que je pense. Ce chemin est cohérent si on imagine que le ravisseur est là avant que Christine arrive. Il a juste besoin de se poster. Ça donnerait à peu près
Ici, pas besoin de suivre la mère de famille. Dans quelques instants, elle arrivera au pavillon. J'ai tout juste eu le temps de longer les parcs. J'étais derrière le lampadaire. Ça tombe bien, du côté Méline, Rollo, suivi du second lampadaire, en face du pavillon Villemain. 2 lampadaires. J'ai tout juste eu le temps de longer les parcs avant de récupérer mon véhicule. C'est pas la première fois. J'y viens quand je veux, chez toi. À chaque fois. Où a-t-il garé son véhicule à chaque fois qu'il se déplaçait? Le 16 octobre, c'est sûrement pas rue des Champs, avant la venue de Christine. Par contre, à l'orée du bois, au chemin 28, cela devient presque possible, imaginable. Il connaît déjà le terrain, de jour, de nuit, et ce chemin de l'orée du bois, sans lampadaire. Quelques minutes avant l'arrivée de Christine, il se met donc en marche arrière sur le chemin 28. Il a déjà repéré Gilbert Méline. Il n'a plus qu'à attendre Christine. Il la voit. Et puis, la voiture arrive. Elle se gare. La mère de famille, concentrée sur son arrivée, sur son fils, ne voit pas qu'on l'observe. Entre le pavillon et la voiture, le carrefour, et Gilbert Méline un peu plus haut, qui nettoie déjà son tracteur. Concentré lui aussi sur sa tâche. 5 mètres le séparent du carrefour au pavillon. 5 mètres. Pas de barrière. Un enfant innocent. 1 minute, à peine. Longer le garage et entrer avec culot dans le parc. Et par surprise, kidnapper Grégory. Entrer de face devant le pavillon pour quelques secondes. Kidnapper Grégory et l'enlever. La main sur sa bouche. Soulever du sol. 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Chemin 28. Il a pris tous les risques de ne pas être vu par Gilbert Méline quand il a traversé une première fois le carrefour. Et après se retrouver dans le parc, en face de la maison. Se retourner et retraverser le carrefour. Et le voilà sur le chemin 28, à l'orée du bois.
Restons sur l'idée du chemin 28. 17h03. Voiture garée en marche arrière. Grégory dans la voiture. Que va-t-il faire? Tourner à sa droite pour prendre la direction de la rue des Champs jusqu'à la rue Bellevue, ou tourner à sa gauche, rue de l'Orée-du-Bois? Un facteur risque, la venue de Madame Clodon. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Prendre le risque de repasser devant le pavillon avec sa voiture, ou tourner à gauche à l'Orée-du-Bois? Car l'enlèvement n'est pas fini. Avant de sortir de l'épange, il a encore quelque chose à faire. Bizarrement, déposer un courrier de revendication à la poste de l'épange, oblitéré à 17h15. Mais d'après la préposée à la poste, Madame Didier-Laurent, quand elle relève le casier à 17h13, la lettre est déjà dans ce casier. Quelle diablerie, ce courrier qui m'obsède. C'est incompréhensible, mais on peut compter à peu près le temps, 10 minutes. Difficile d'imaginer que le ravisseur reste 10 minutes sur le bord de la route. Madame Didier-Laurent explique simplement que le courrier était déjà dans le casier. Elle n'avait plus qu'à le tamponner pour l'envoyer à Bruyères. Un enlèvement à 17h03 et une lettre à 17h13. On peut supposer que la lettre était dans le casier quelques minutes avant, disons 17h07, juste le temps de descendre au centre de l'épange. Faut-il encore qu'il écrive cette lettre dans la voiture? Il faudrait donc avoir tout le matériel, un stylo, une lettre, une enveloppe, un timbre, un courrier écrit à la va-vite, qui semblerait donc avoir été écrit sur l'instant. Mais sur quel parcours? Entre le pavillon et la poste. Comment peut-il écrire un courrier? Sur la route, ou au bord de la route, avec un enfant de 4 ans, enlevé dans sa voiture, vivant ou déjà mort. C'est une grande énigme, ce 17h15 qui revient sans arrêt. Tous les horaires sont les mêmes, ou du moins le même. 17h15. Timbre de la lettre de revendication. C'est juste un repère, c'est pas grand-chose. Même Madame Clodon, pour son retard, parle de 17h15 au champ de carottes. Avec ce 17h15 et ce croisement supposé à l'Orée-du-Bois avec Madame Clodon et Claude Colin, ce second croisement qui apparaît 6 ans plus tard, comment par exemple expliquer que Bernard Laroche arriverait donc à 17h03 pour enlever Grégory et attendrait 10 minutes avant le croisement de Madame Clodon et Claude Colin, en ayant comme témoin au carrefour, avec son balai, Gilbert Méline. Bernard Laroche en suspension au carrefour. Donc l'enquête et la reconstitution travaillent sur plusieurs horaires, le 17h03 et le 17h15. Le croisement supposé de Madame Clodon à l'Orée-du-Bois et la lettre de revendication déposée à la poste de l'Épange. Le timbre fait foi. Leur seul repère, 17h15, est la lettre. La lettre qui est en contresens puisque elle ne sera lue que le lendemain. Il n'empêche que ce corbeau ravisseur veut passer absolument par la poste et se mettre en difficulté puisque, obligatoirement, il devra faire demi-tour en direction de Docelles. Étrange obsession, ce jour-là, pour ce courrier, et manipulation flagrante sur ce second croisement supposé avec le ravisseur, Madame Clodon et Claude Colin, qui en 93 parlera bien de ce second croisement. Obsolète, le premier croisement de 16h30. Comme nous imaginons que ça n'est pas la première fois qu'il tente le coup, je me pose la question sur ce courrier. Avait-il été écrit avant les toutes premières opérations et tentatives
d'un enlèvement. Avant d'arriver au 16 octobre, il y a dû en avoir des observations, des temps d'attente et peut-être déjà une lettre, écrite à la va-vite. Je suppose cette lettre est l'une des clés du chrono de l'enlèvement. 17h03 ou 17h15. Vous avez le choix entre ces deux horaires. Et l'un et l'autre s'annulent. Donc Madame Clodon est interrogée à nouveau en 1985, et là elle est un peu plus précise, puisqu'elle dit bien qu'elle a vu son mari et qu'elle a regardé l'heure, il était bien 17h15. Le 16 octobre 1984, j'ai quitté mes champs et je suis rentré à ma ferme, car il était 17h15. Pour un peu plus de précision, je me trouvais seul dans ce temps et je déterrais les carottes. Il était presque 17h15. J'ai alors décidé de rentrer à la ferme pour aller ensuite récupérer les vaches et les mener à l'étable. Je suis donc monté sur mon tracteur. Je pense qu'il faut entre 2 et 3 minutes pour effectuer le trajet depuis le champ de carottes jusqu'à ma ferme. Le 16 octobre 1984, lorsque j'ai regardé ma montre, j'ai remarqué qu'il était environ 17h15, car dans ces cas, on ne précise pas à une minute près. Je me trouvais sur mon tracteur, dans le champ des Aulmes, en train d'attacher les carottes, la remorque. J'ai alors pensé que les vaches n'étaient pas rentrées. Je suis donc revenu tout de suite à la ferme, distante d'environ 300 à 400 mètres. Quand je suis rentré chez moi avec le tracteur, j'ai vu mon mari. Je lui ai demandé s'il avait rentré les vaches. Il m'a répondu que non, il n'était pas allé chercher les vaches. Je vous affirme que lorsque je suis arrivé chez moi, avec mon tracteur, il était 17h15. J'ai rouspété et il m'a dit « Ne crie pas comme cela, je vais t'y conduire ». Déposition de Madame Clodon en 1987. Donc, Madame Clodon a été entendue plusieurs fois sur le fait de sa journée entre 17h et 17h30, au moment où normalement elle devrait aller chercher ses vaches. Alors ce qui revient dans cette position, c'est l'horaire, 17h15. Alors, ça c'est la déposition de Madame Clodon. Donc Madame Clodon est dans son champ de carottes le 16 octobre, 17h15. Il faut au moins 3 minutes pour rentrer chez elle, à la ferme. Ça fait donc à peu près 17h18, le temps qu'elle engueule son mari, qui est présent, et Monsieur Collin qui l'amène. On est déjà à 17h25 en arrivant devant le pavillon, puisqu'il faut à peu près 4 minutes pour poser ses ficelles tout au long de ce parcours de la ferme jusqu'au pavillon Villemain. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Madame Clodon insiste sur 17h15. 17h15 dans la version officielle, on a un croisement avec Monsieur Collin. Enfin, je parle de la version officielle. La version qui va arriver en 93 au procès de Dijon. Et puis arrive le croisement de 17h15 avec Monsieur Collin et Madame Clodon sur la rue de Loré-du-Bois. C'est à ce moment-là où, si on croit Monsieur Collin, Madame Clodon et Monsieur Collin croisent éventuellement leur ravisseur, une femme et un homme qui pourraient ressembler à Bernard Laroche.
Donc jusqu'en 87, pendant que Madame Clodon est entendue par les gendarmes, elle nous dit que c'est son mari qui l'a amenée aux vaches. Et en 93, coup de tonnerre au procès de Dijon, c'est Monsieur Collin qui amène Madame Clodon aux vaches. Et deuxième coup de théâtre. En 1993, Madame Clodon est d'accord sur le fait que c'est Monsieur Collin qui l'a amenée au parc à vaches. Ce n'est plus donc son mari. Troisième coup de théâtre. Monsieur Collin nous explique qu'il a croisé un véhicule sur donc l'Orée du Bois. Ce à quoi Madame Clodon n'est pas d'accord. Divergence donc entre les deux témoins. Sac de nœuds incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? Alors, je fais une petite pause pour expliquer l'affaire dans l'affaire. Monsieur Collin n'apparaît pas comme ça dans l'affaire. D'ailleurs, pendant ces 6 années, 7-8 années de procédure, d'enquête, il est plutôt silencieux. Il y a eu d'ailleurs un épisode au tout début de janvier 85 où il y a une conversation, paraît-il, dans la cuisine de la ferme Clodon avec un gendarme, le gendarme Lachaussée, et Monsieur Collin, le fils aussi de Madame Clodon. Et on ne sait pas, mais paraît-il, ils se mettent d'accord pour ne pas vraiment parler de quelque chose ce jour-là. On ne comprend pas très bien. Et Monsieur Collin arrive dans l'affaire, donc, au procès en 93. Mais avant ça, il y a une révélation. Et cette révélation, elle date de 1990, par Madame Coron. Madame Coron, c'est une personne qui a racheté le pavillon des Villemains à l'époque, et qui elle-même l'a acheté pour des raisons un peu obscures, puisqu'elle s'intéresse à l'enquête. Elle est certaine que c'est Bernard Laroche qui a enlevé Grégory. Elle ira même jusqu'à rencontrer Marie-Ange Laroche. Et l'enfant va disparaître entre 17h et 17h15. Ouais. Jusqu'à présent, en tout cas les premières constatations du juge Lambert, il faut lui reconnaître ça, personne ne voit l'enfant disparaître. Et c'est pire que ça, c'est qu'il y a un témoin qui promène son dalmatien devant les Villemains et qui, lui, n'a rien remarqué. Ni la voiture, ni l'enfant. Et il y a 2 autres voisins, des fermiers, les Méline et les Clodon. Le premier balaye son tracteur à quelques dizaines de mètres de là. Il ne voit rien, ou quasi rien. Et les époux Clodon, en méhari, vont en vitesse, parce qu'ils sont en retard, chercher leurs vaches dans un champ qui est à 400 mètres de là. Ne voit rien non plus. 7 ou 8 ans plus tard, la personne, Madame Conrot, qui a racheté le pavillon des Villemains, et qui est donc la nouvelle voisine des 2 fermiers. Madame Conrot, elle va voir Maître Moser, qui est au bout du fil, et elle lui dit, Maître, j'ai une révélation à vous faire. Elle dit que Madame Clodon, la voisine en méhari, contrairement à ce qu'elle a toujours dit, n'est pas du tout allée chercher ses vaches avec son mari, mais avec son amant. Mais les choses se sont faites très simplement. Lorsque M. Simon organisait la reconstitution, nous sommes allés évidemment au chalet Villemain. On a fait la connaissance de Madame Conrot, qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Par la suite, Madame Conrot, qui avait un problème de droit commercial. Et alors un soir, elle est dans mon bureau, et à la fin de l'entretien, elle me dit, mais est-ce que Madame Clodon, la fermière, s'est enfin décidée à dire à Monsieur Simon la vérité? Et c'est comme ça que elle en vient à me faire ces révélations absolument qui m'ont laissé tout à fait pantois. Et elle me dit, mais oui, c'est Madame Clodon qui m'a dit qu'elle se trouvait avec son ami de cœur, Monsieur Collin. Ils étaient dans la voiture, ils allaient à la pâture, ils ont croisé sur le chemin vicinal très étroit un véhicule, c'était un véhicule de couleur verte. À tel point qu'ils ont même dû s'arrêter, je crois. Oui, absolument, ils se sont immobilisés et c'est ainsi qu'ils ont pu observer tout à loisir ce véhicule de couleur verte qui les croisait. Et dans ce véhicule, eh bien, ils voient un homme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bernard Laroche et à côté de lui, une jeune fille, rouquine, n'est-ce pas, ayant une physionomie très facilement reconnaissable. Voilà comment ces révélations d'un intérêt capital sont arrivées fortuitement dans ce dossier.
l'amant en question, il s'appelle Colin lui aussi, effectivement. Oui. Mais c'est un ancien gendarme. Tout à fait. À l'époque, il est retrouvé donc par les enquêteurs du juge Simon et il confirme. Il ne se souvient pas de la couleur de la voiture. Il décrit quelqu'un qui ne connaît pas la Roche, lui. Mais il décrit, et c'est ça qui a son importance capitale, il décrit une rouquine. Et Muriel Boll, on le sait, est rousse. Alors ce qu'il y a, c'est que tout ça a été connu en 93 au procès de Jean-Marie Villemain. Mais Marcel Claudon, la fermière, elle a toujours nié. C'est-à-dire, elle a fini par reconnaître qu'effectivement, elle avait demandé à ses autres voisins, à la demande de Monsieur Colin à l'époque. C'est vrai que s'ils avaient raconté tout ça le 17 octobre 84, il n'y aurait pas eu d'affaire Grégory, vraisemblablement. Mais en fait, ce mensonge a été englué par l'ensemble des voisins qui sont décédés récemment. Et si vous permettez, excusez-moi de vous interrompre, il faut aussi stipuler, la crainte des représailles, la crainte de Madame Claudon de subir des représailles, et notamment l'incendie de sa ferme, et ceci évidemment a contribué très certainement au mutisme de Madame Claudon. Difficile à suivre ce déplacement de Claude Colin, qui normalement est sur place pour une raison bien précise. Et c'est Christian Claudon, le fils de Marcel Claudon, qui en parle. Mais pour finir avec Claude Colin, revenons un peu donc sur quelques précisions. Marcel, Jean-Louis et Christian Claudon reconnaissent donc avoir menti pour protéger Claude Colin. C'est bien Monsieur Colin qui amène Madame Claudon aux vaches, d'après Christian Claudon et Jean-Louis. Ils reconnaissent tous avoir menti pour ne pas nuire à la carrière professionnelle de Monsieur Colin, qui ce jour-là se déplace avec une voiture de la société. Pourtant, il semble que ce déplacement a à voir avec une histoire professionnelle. Ce témoignage est important puisque, pour la première fois, on parle d'un croisement avec le ravisseur qui semble être Bernard Laroche et éventuellement une femme ou Muriel Boll sur la rue de Lorée-du-Bois. Il est 17h15. Je vous rappelle qu'au départ, à 17h15, Madame Claudon est sur son champ de carottes. Pourquoi absolument protéger Monsieur Claude Colin? Que fait-il ici ce jour-là? Et puis cela se complique encore un peu. Claude Colin nous dit qu'il a croisé quelqu'un aux alentours de 16h30 quand il est arrivé à la ferme. Une voiture rue des Bosquets, une voiture qui monte. Si la voiture monte, c'est qu'il arrive par la rue de Lorée-du-Bois, à 16h30. Or, Christian Claudon, à 16h30, est en train de bêcher un champ qui se trouve derrière la décharge. Le petit bosquet à travers champ. Juste derrière la maison des Grémillets. Il doit retourner à la ferme avant 16h30 pour prendre son bus et faire son ramassage scolaire. On peut donc se demander à partir de quel moment Monsieur Colin et Monsieur Claudon se croisent. 16h30, c'est l'arrivée de Claude Colin et c'est le départ de Christian Claudon de son champ. Et donc, on se pose la question, avec qui reste Monsieur Colin à la ferme en attendant Madame Claudon qui rentre de son champ de carottes avant d'aller chercher ses vaches. Tout ça n'est vraiment pas clair. En un sens, Monsieur Colin vient voir Christian Claudon et il repart avec Madame Claudon pour l'accompagner chercher ses vaches. Alors, pourquoi Monsieur Colin, qui vient voir Monsieur Claudon, ne se retrouve pas à discuter avec lui pendant sa tournée, par exemple? Il est venu voir Christian Claudon, mais les deux n'en ont pas le temps. Jusqu'en 1990, ils sont tous en train de mentir. Ils sont tous au départ d'accord que c'est Monsieur Claudon qui amène sa femme avec la mairie. Plus tard, ça se change avec une Golf blanche, la Golf de Claude Colin. Au procès de 1993 à Dijon, ils sont donc d'accord, sauf sur un détail, et pas n'importe lequel. Le croisement de 17h15 avec la voiture du ravisseur qui pourrait être Bernard Laroche. Véhicule vert. Ce véhicule a même fait une marche arrière. Et Madame Claudon les a insultés et fait un bras d'honneur.
Claude Collin ajoutera « Il semblait que Madame Clodon connaissait les deux personnes. Seulement, Madame Clodon est catégorique. Il n'y a pas eu de croisement. Monsieur Collin se trompe, peut-être avec ce croisement qu'il a eu une demi-heure avant, à 16h30, sur la rue des Bosquets. Elle ne reviendra jamais dessus. Ils n'ont croisé personne. Pourquoi les avocats de la famille Villemain ne ressortent pas les premiers PV de Monsieur Clodon et de Madame Clodon, qui eux-mêmes avouent qu'ils ont menti? Le grand drame dans cette affaire, ce jour-là, c'est un problème d'avocats, de partis. Et en quelque sorte, c'est ce croisement Collin qui sauve Christine. Pour lui, c'est Bernard Laroche. Et donc, ça ne peut pas être Christine. Les avocats de la famille Villemain ne vont pas aller plus loin. Ils veulent sauver la tête de Christine. Mais ils ne vont pas creuser ce mensonge. Les deux parties sont donc d'accord sur un mensonge. Absolument stupéfiant. Ce grand mensonge. Accepté de tous. Pour Madame Clodon et sa ferme, ce jour-là, le 16 octobre, c'est une journée tout à fait normale. Pourquoi donc est-elle en retard? Pourquoi surtout Monsieur Clodon ne s'occupe pas des vaches ce jour-là? Puisque lui-même, il est à la ferme, d'après sa femme. Où est Monsieur Collin? Dans la cuisine avec Monsieur Clodon? Pourquoi Madame Clodon a besoin d'un visiteur pour l'amener aux vaches? Pourquoi surtout, à la ferme Clodon, on se tient éloigné des horaires de l'enlèvement ce jour-là? Un horaire où normalement Madame Clodon devrait être sortie avec ses vaches. Où se trouve Monsieur Clodon? Aucune raison que Monsieur Clodon n'amène pas sa femme au parc à vaches. Est-il vraiment à la ferme? Et surtout, où est la méhairie? La méhairie que voit Christine. Pour Christine, le 16 octobre, c'est la routine. Elle peut donc penser qu'elle a vu la méhairie. Pourtant, Madame Clodon se fait accompagner par Monsieur Collin. La question est donc valable. Où se trouve la méhairie, la voiture habituelle pour aller au parc à vaches ce jour-là? Et où se trouve Monsieur Clodon? 4 personnes mentent. Monsieur Collin, Madame et Monsieur Clodon, et Christian Clodon qui devient l'alibi de Claude Collin. Il y a quelque chose de constant dans ce mensonge. Tous évitent de parler d'une voiture. Prenons l'exemple de Monsieur Méline. Sur ses PV, il évite de parler de véhicule. Il parle bien de Madame Clodon, qui arrive pour ses vaches, mais ne parle pas de la personne qui l'accompagne et encore moins du véhicule. Il faudra pousser ce mensonge jusqu'au bout pour comprendre que c'est Monsieur Collin qui accompagne Madame Clodon avec sa Golf blanche. Donc, un mensonge, mais surtout un retournement en 1993 au procès. Les deux témoins, Madame Clodon et Monsieur Collin, ne sont pas d'accord sur ce croisement de la rue de Loré-du-Bois. Et Madame Clodon nie farouchement. Cela complique un peu plus les deux témoignages. Il se passe donc quelque chose à Loré-du-Bois. Et à quoi sert ce témoignage? Un papier de Jonker, Paris Match, avec le témoignage de Christian Clodon. 7e témoignage. Un cultivateur et chauffeur de car de l'Épange qui veut rester anonyme. Son témoignage est capital. Il décrit avec précision le passage d'une voiture verte sur la route de la Bure qui passe à 300 mètres devant la maison de Christine Villemain. J'étais devant ma ferme, dit-il. J'attendais un ami qui habite à Épinal. Il était 16h30 lorsque j'ai aperçu à environ 80 mètres de là une voiture verte bronze arrêtée à l'intersection de la route des Bois et de celle de la Bure. 2 minutes plus tard, mon ami est arrivé par cette route. Il m'a dit qu'il avait été gêné par cette voiture qui ne pouvait le croiser à cause de l'étroitesse de la route. Il avait fait une marche arrière sur une vingtaine de mètres et il était même entré dans la propriété de M. Capel. Puis,
La voiture verte bronze avait continué son chemin après le passage de mon ami. Celui-ci m'avait confirmé la marque et la couleur. Une 305 Peugeot verte bronze vert armé. Par peur d'une mauvaise publicité, Monsieur C et Monsieur X n'en ont pas parlé aux gendarmes. Pourtant l'horaire est précis, 16h35. Donc si on suit l'interview de Monsieur Christian Clodon, il est à 16h30 devant la ferme et lui-même voit une voiture verte 305. Dans 2 minutes, son ami Claude Collin, qui habite Épinal, arrive par le haut, rue des Champs, puis la rue de l'Orée-du-Bois. C'est ici, à ce niveau, qu'il va donc croiser éventuellement une première fois une 305 de couleur verte. Pourtant, Christian Clodon, quelques minutes auparavant, était dans son champ à bêcher. Il prend son tracteur, rentre à la ferme pour récupérer son autobus et commencer sa tournée de ramassage scolaire. Alors revenons un peu sur le PV de Monsieur Collin. Le conducteur de la voiture en question était un homme assez costaud. Je peux vous dire, je confirme cela, car ce couple dans ce véhicule était face à moi, où nous étions arrêtés tous les deux, pour ainsi dire, à distance de 5-6 mètres. Puis le véhicule a reculé pour se garer, et nous l'avons croisé. Donc j'ai bien vu cette personne, ces personnes. Lorsque Madame Clodon a dit dégage, je me suis même pensé qu'elle connaissait ce couple. En ce qui me concerne, je ne connaissais pas ces personnes. C'est le lendemain que j'ai appris qu'il s'agissait de Bernard Laroche et de Muriel Boll. Effectivement, suite aux faits appris par la radio le 17 octobre 1984, je me suis rendu au domicile des époux Clodon pour régulariser ma situation vis-à-vis de mon employeur. En effet, j'avais peur que les gendarmes m'interrogent, car je me trouvais là au moment de la disparition de l'enfant. Ainsi, nous avons convenu avec Jean-Louis Clodon que ce serait Clodon Jean-Louis qui serait le conducteur. De cette façon, je ne pouvais être inquiété de la part de mon employeur. Au cours de notre conversation, Madame Clodon m'a fait part que le véhicule croisé la veille était conduit par Laroche Bernard et que le passager était Boll Muriel. En ce qui me concerne, je ne connaissais pas ni Laroche Bernard, ni Boll Muriel, avant de les avoir vus dans la presse ou à la télé. Je ne peux pas dire qu'il s'agit des mêmes personnes qui se trouvaient à bord de ce véhicule. Mais encore une fois, je maintiens qu'il s'agissait d'un couple. L'homme était corpulent et la femme rousse. Donc, si l'on comprend bien, Monsieur Claude Collin ne connaît pas Bernard Laroche ou Muriel Boll. Par contre, Madame Clodon, le lendemain, dans la discussion avec Claude Clodon, donne l'information qu'elle a croisé avec lui, donc, Bernard Laroche. Le couple Marcel et Jean-Louis Clodon, ainsi que M. Collin, se mettent d'accord pour ne pas indiquer la présence de ce dernier la veille, au moment du transport de Madame Clodon jusqu'au parc à vaches. Ils cachent donc le croisement avec Bernard Laroche et Muriel Boll, supposé, puisque ce n'est que 15 jours plus tard que Bernard Laroche se fait arrêter. Madame Clodon m'a fait part que le véhicule croisé la veille était conduit par Laroche Bernard et que le passager était Boll Muriel. En ce qui me concerne, je ne connaissais pas ni Laroche Bernard ni Boll Muriel avant de les avoir vus dans la presse ou à la télé. Donc, le 17 octobre, quand M. Claude Collin rend visite à Madame Clodon lui dit que c'est Bernard Laroche qu'elle a croisé à l'Orée-du-Bois. M. Claude Collin ne connaît pas Bernard Laroche. Et donc on peut penser qu'il repartira de la ferme avec en tête un mystérieux homme qui s'appelle Bernard Laroche qu'il n'a jamais vu. Il faudra attendre début novembre pour que M. Claude Collin découvre dans le journal
le visage de Bernard Laroche. Donc Marcel Clodon désigne un homme que Claude Collin ne connaît pas. Et revenons sur une deuxième déposition de monsieur Claude Collin. Le 16 octobre 1984, j'ai bien amené madame Marcel Clodon au pâturage de ses vaches. Je suis venu ce jour-là, si mes souvenirs sont exacts, pour contrôler l'état du véhicule conduit par monsieur Clodon Christian. Christian Clodon part faire son ramassage scolaire, et je me suis attardé au domicile des époux Clodon, et j'ai même pris un café à la cuisine. Au moment de partir, madame Clodon m'a demandé si je pouvais la déposer au cours de mon passage. J'ai emprunté la rue de l'Orée-du-Bois, puis emprunté la rue des Champs, qui mène vers l'Épange. C'est dans cette rue que j'ai laissé madame Clodon. Je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais je peux prendre comme créneau 16h55, 17h05. Vous souvenez-vous d'avoir croisé une automobile ? Oui, effectivement, j'ai croisé un véhicule en conduisant madame Clodon au pâturage. J'ai gardé ces faits en mémoire car le lendemain s'est déclenchée l'affaire Grégory. Comme je vous l'indique, sur le plan, j'ai croisé une voiture dans la rue qui est perpendiculaire au lotissement Cité Plus Haut. Ce véhicule était face à nous, circulant en sens inverse. Pour nous laisser passer, il a été obligé de reculer. 17h05. À propos d'un extrait du livre du 16 octobre, Christine Villemain qui nous dit « J'ai fermé la porte à clé, j'ai pris la voiture et je suis redescendu vers le village. J'ai été gêné par les vaches de madame Clodon. » Donc, quand elle décide de partir, madame Clodon gêne la sortie de Christine puisqu'elle est en train de sortir ses vaches. Alors, dans un premier temps, dans les premiers jours, les premières dépositions, Christine Villemain nous parle de 17h30, quand elle a débranché son fer à repasser et qu'elle a décidé d'aller chercher son fils. Sur le pas de la porte, elle l'a appelé, puis elle a commencé à faire le tour de la maison. Deuxième déposition, à peu près la même, toujours cet horaire de 17h30. Et c'est à la troisième déposition qu'on affine un peu mieux. J'ai regardé l'heure de la pendule du programmateur de chauffage. Le programmateur est à l'heure de l'usine, donc avance de 7 ou 8 minutes. Lorsqu'il affiche 17h30, il est en fait 17h22, 23. Donc le 17h30 n'est pas le bon horaire. Il faut plutôt lire quand je suis sorti à 17h23. J'ai fait le tour de la maison. Je suis rentré dans la maison. J'ai regardé dans toutes les pièces. J'ai regardé dans le placard qui était à côté du programmateur. Dans sa chambre, j'ai regardé sous le lit. À la pendule du chauffage, il était 17h30. Donc en réalité, 17h23. Pour une déposition plus complète. En réalité, 17h23, je suis sorti de la maison et ne voyant pas Grégory, je l'ai appelé à plusieurs reprises. Comme il n'y avait pas de réponse, je suis allé vers le côté gauche de la maison, là où il y a une excavation. Je pensais qu'il était là, puisqu'il jouait à cet endroit. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai encore appelé. Je suis revenu sur mes pas, le garage ouvert. J'ai appelé, pas de réponse. Je suis rentré chez moi, pensant que sans que je m'en aperçoive, Grégory était rentré dans sa chambre. Je m'y suis rendu. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé tout en le cherchant un peu partout dans la maison. Voyant qu'il n'était pas là, je suis sorti à nouveau dehors. Alors, il faut comprendre que Christine retourne 2 fois dans le pavillon et fait le tour 1 fois du pavillon. Tout ça, ça prend du temps. Surtout que, entre la première et la seconde sortie, Christine avait déjà sorti la voiture. Quand elle est ressortie une 2e fois du pavillon, elle a été bloquée par les vaches qui avaient commencé la traversée de la rue des Champs. Quant à la voiture, je venais de la sortir du garage. Je suis revenu au chalet, j'ai sorti la voiture. Les vaches de madame Clodon gênaient la circulation. Ce sont les premières auditions.
Christine déclare qu'elle sort sa voiture et que, voyant Madame Clodon arriver avec ses vaches, elle retourne chercher Grégory à son domicile. Quand elle ressort, elle est bloquée par les vaches. Mais le plus surprenant pour moi est toujours cette chose que je ne comprends pas à propos de la méhari. J'ai vu arriver la méhari des Clodon, conduite par Monsieur Clodon, et j'ai vu Madame Clodon, toujours pressée comme d'habitude, tendre un fil à l'entrée d'un chemin, comme elle le fait ensuite entre les deux piquets devant chez nous. Je précise qu'à hauteur de Monsieur Méline, c'est Monsieur Méline lui-même qui a tendu la ficelle. À ce moment-là, Madame Clodon nous a dit bonjour, puis a poursuivi son chemin. Comme je vous l'ai dit, elle était pressée. En lisant ça, je me dis, mais... les premiers menteurs, quand même, sur ces personnes-là, c'est bien les Clodon et Colin. Pourquoi penser que Christine, ce jour-là, ment en disant qu'elle a vu la méhari? Ce ne serait plus donc Claude Colin, mais bien Jean-Louis et Marcel Clodon, comme dans les premières dépositions. Il y a aussi un faux souvenir dans cette affaire. C'est que personne n'a vu la voiture de Claude Colin. Personne n'en parle et personne ne voit Claude Colin ou sa voiture. Quant à Gilbert Méline, il ne dit plus que c'est lui qui constate le départ de Christine avant que ne passe le véhicule de Marcel Clodon. Par contre, il sous-entend que c'est Marcel qui lui a dit avoir croisé Christine lors de son passage en voiture. Le passage de Madame Clodon, puis la venue de Christine pour lui demander s'il avait vu Grégory. Colette Méline déclare de son côté que Bernard Colin l'appelle pour lui demander si elle n'a pas vu Grégory. Elle répond par la négative, puis rejoint son mari au carrefour. À la question « Avez-vous vu passer Madame Clodon à bord d'un véhicule la menant à ses pâtures ?» Elle répond « Oui. Je ne sais pas le modèle de cette voiture. Je suis incapable de décrire cette voiture. Je ne sais pas si c'est la méhari. Je ne sais pas qui la conduisait. Par contre, je l'ai su après. C'était pas Jean, le mari de Madame Clodon, mais une autre personne, qui est contrôleur de car. » Et là, une nouvelle fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas que ces déclarations sont complètement contradictoires. Christine sort récupérer Grégory, ne le voit pas et le cherche. Elle aperçoit Gilbert Méline devant son verger, où il balaie des gravillons sur la route. Elle lui demande s'il n'a pas vu Grégory. Puis arrive Bernard Colin. Gilbert lui demande de se renseigner auprès de son épouse par la fenêtre. Colette Méline sort de chez elle et aperçoit, comme Bernard Colin et comme Christine, le passage pressé de Madame Clodon. Madame Clodon demande à Gilbert Méline de tirer la ficelle, puis elle descend pour mettre celle devant la maison des Villemain. Le fait que Colette Méline, Bernard Colin et Christine Villemain ont aperçu Marcel Clodon allant vers la pâture démontre que Christine est déjà sortie avant le passage de Madame Clodon. Et surtout, comment Christine pourrait se tromper sur ce véhicule? Madame Clodon semble même lui dire bonjour. Christine parle de la méhari, de Monsieur Clodon et de Madame Clodon. La ferme Clodon parle d'autre chose. Monsieur Méline ne se prononce pas. Madame Méline change de déposition et Monsieur Colin est absent. Quant à Bernard Colin, il revient de la promenade avec son chien, après le passage de Madame Clodon en véhicule. Il ne la voit pas passer en voiture. Il l'aperçoit seulement lorsqu'elle sort son troupeau. Les seuls présents sont donc Marcel Clodon, Gilbert Méline et Claude Colin. Pourtant, Claude Colin ne parle pas du passage devant Monsieur Méline. Mais Marcel et Gilbert Méline, qui décrivent bien la scène, ne parlent jamais de la présence de Colette Méline, de Bernard Colin et de Christine. Les contradictions sont lourdes. Puisqu'on n'en est pas à une contradiction près,